Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, oui je sais, j'ai un t-shirt YouTube, me jugez pas, c'est la première chose que j'ai trouvé ce matin en me levant. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité avec les 5 actualités qui ont marqué la semaine. Au passage, avant de commencer, on a dépassé les 950 000 abonnés à cette chaîne YouTube, merci beaucoup. On approche à très grands pas du million d'abonnés, ça fait super plaisir. Merci beaucoup du fond du cœur pour votre soutien. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, vous êtes environ 30% à regarder ces vidéos et à ne pas être abonnés. Du coup, je sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire, ça vous prend 2 secondes, ça nous aide énormément et ça vous permet de ne pas rater les prochains résumés de l'actualité du jour. Bref, la première actu de ce format des 5 actus de la semaine qu'on fait chaque dimanche, c'est donc le débat autour du droit de vote à 16 ans qui revient en force ces derniers jours. Aujourd'hui, vous le savez, on peut voter à partir de 18 ans, mais le débat autour du droit de vote à 16 ans revient sur la table très régulièrement, notamment en période d'élection. En 2017, lors de l'élection présidentielle, c'était notamment Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui l'avait mis dans son programme, mais si on en parle cette semaine, c'est parce que 18 députés du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité vont déposer le 8 octobre une proposition de loi pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Ils ont également lancé une pétition avec plusieurs organisations lycéennes et logiquement si ça vous intéresse et que vous voulez la signer, je vous mets le lien directement en description. Leur argument principal, c'est que les jeunes sont déjà très actifs dans la vie politique, on a notamment pu le voir lors des marches pour le climat et leur accorder le droit de vote serait donc assez logique. Il faut savoir qu'à 16 ans, la loi autorise déjà beaucoup de responsabilités aux jeunes, comme le fait de conduire en étant accompagné, le fait d'entrer dans l'armée, le fait de choisir de quitter l'école ou même de commencer à travailler. Dans le reste du monde, 12 États au territoire ont déjà opté pour le droit de vote à 16 ans, comme le Brésil, l'Équateur, l'Autriche, Cuba, l'Écosse, la Slovénie ou encore l'Argentine. Alors évidemment, l'idée ne plaît pas à tout le monde. Ceux qui s'opposent au droit de vote à 16 ans expliquent qu'à cet âge, on n'a pas encore conscience des enjeux politiques et qu'on est potentiellement très influencé par nos parents. Certains redoutent également qu'un passage au vote à 16 ans accentue l'abstention, c'est-à-dire donc le fait de ne pas voter, alors que plus de 2 tiers des jeunes de 18 à 24 ans n'ont pas voté aux dernières élections. Et alors concrètement, est-ce que le droit de vote à 16 ans pourrait être mis en place en France? Pour cela, il va déjà falloir que les députés et sénateurs votent pour ou contre cette proposition, et cette loi en l'occurrence sera donc présentée par les députés Paola Forteza et Mathieu Orphelin le 8 octobre. En tout cas, en mai 2019, j'avais posé la question à Emmanuel Macron lorsque je l'avais interviewé en direct sur ma chaîne YouTube, et à l'époque, il avait répondu être prêt à abaisser le droit de vote à 16 ans si les jeunes votaient massivement aux élections européennes. Dans les jours qui ont suivi, l'abstention aux élections européennes chez les 18-35 ans était de 60%. Alors oui, 60% c'est beaucoup, mais ça reste beaucoup moins qu'en 2014 où à ce moment-là, l'abstention chez les jeunes était de 74%, ce qui montre donc une potentielle implication plus importante des jeunes dans la politique ces dernières années. Bref, vous l'aurez compris, le débat va donc revenir sur la table dans les jours à venir et de notre côté, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Pour la deuxième actu de la semaine, je voulais vous parler d'une jeune femme voilée, Mariam, qui a provoqué le départ de plusieurs députés lors d'une audition à l'Assemblée nationale. En effet, jeudi, plusieurs députés se sont réunis pour organiser une table ronde consacrée aux effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Or, lors de cette table ronde, il y avait plusieurs représentants de syndicats étudiants, dont la vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchtou, qui porte le voile. Mais après sa prise de parole, plusieurs élus de la République en marche et des Républicains ont décidé de quitter la table ronde en affirmant que le voile n'avait rien à faire à l'Assemblée nationale, et la députée de la République en marche Anne-Christine Lang a notamment déclaré, je cite, qu'elle était opposée en tant que députée et féministe attachée aux valeurs républicaines, à la laïcité et aux droits des femmes. En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. Suite à ça, de nombreuses personnalités politiques ont réagi, dont l'ancienne candidate PS à l'élection présidentielle en 2017, Ségolène Royal, qui a déclaré que le voile porté dans ce contexte était une marque, je cite, de provocation et d'irrespect. Au contraire, l'ancienne ministre écologique Cécile Duflot a défendu la jeune femme en rappelant que ce n'était pas interdit. Mais alors, dans cette histoire, qui a raison et que dit réellement la loi là-dessus? Eh bien, ce n'est pas évident parce que tout dépend du rôle qu'elle avait. Les députés, par exemple, eux doivent porter une tenue neutre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de porter des signes religieux, donc pour eux, le voile est interdit. En revanche, les visiteurs qui se rendent à l'Assemblée nationale, eux, peuvent porter un signe religieux, donc pour eux, c'est autorisé. En l'occurrence, pour le cas de Mariam, c'est un peu différent, elle était là pour être auditionnée, donc elle n'est pas simple visiteur et elle n'est pas députée non plus. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune règle
pour cet entre-deux. Dans ces conditions, on applique donc ce que l'on appelle le principe commun. En gros, on part du principe que s'il n'y a pas de règles, eh bien on est libre de faire ce que l'on veut. Mariam n'a donc pas enfreint le règlement de l'Assemblée nationale car elle est libre de porter le voile dans cette situation. Par ailleurs, pour ceux qui se demandent, petit rappel de la loi qui peut être utile, le voile comme celui que portait Mariam est interdit à l'école pour les élèves et les enseignants. Il est autorisé à l'université, mais il est interdit au travail si l'employeur le décide. Par contre, évidemment, dans l'espace public, donc dans la rue ou dans un magasin par exemple, il peut tout à fait être porté. Ça c'est pour le voile tel que celui qui est porté par Mariam, tandis que pour le voile intégral, c'est-à-dire donc le voile qui couvre l'intégralité du visage, la loi est un peu différente. On ne peut pas le porter dans l'espace public, dans la rue par exemple, tout comme la cagoule qui est interdite. Voilà, petite actu donc, mais ça me semblait assez important de rappeler ce que dit la loi aujourd'hui concernant le voile en France. Allez, on enchaîne, on passe à la troisième actu de la semaine et on va parler d'un accord entre l'Union Européenne et plusieurs grandes puissances d'Amérique du Sud qui fait énormément débat. Cet accord, c'est celui entre l'Union Européenne et le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, 4 pays qui font partie de l'Alliance des pays d'Amérique du Sud qu'on appelle Mercosur. Vous avez peut-être vu ça en cours d'histoire géo si jamais vous êtes encore étudiant. Cet accord avec le Mercosur, il a été conclu en juin 2019 et il vise à faciliter le commerce entre l'Union Européenne et ces pays-là. L'objectif, c'est qu'on puisse acheter et importer des produits sud-américains avec moins de taxes, comme du bœuf ou encore du soja, des aliments qu'on consomme beaucoup et qui sont produits en grande quantité là-bas. Et évidemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, les pays sud-américains pourront de leur côté acheter des voitures allemandes ou françaises par exemple, avec des taxes moins importantes. Pour l'instant, après 20 ans de discussions et de négociations, l'accord est prêt, mais il n'a pas été signé par les pays européens. Plusieurs ONG comme Greenpeace accusent l'accord d'entraîner des effets désastreux pour la planète. Selon eux, il va participer à la déforestation en Amazonie, la forêt va être encore plus détruite pour y placer par exemple des champs de soja ou alors des pâturages pour la production de bœuf qui iront ensuite en Europe. Mais au-delà de l'Amazonie, l'accord pourrait aussi permettre aux Européens de vendre plusieurs pesticides aux pays d'Amérique du Sud qui risquent de les utiliser sans se soucier des conséquences sur l'environnement. En fait, aujourd'hui, l'accord contient bien des conditions sur la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, mais d'après les ONG, elles ne sont pas contraignantes, autrement dit, ce sont juste des recommandations. Du coup, les pays ne seront pas sanctionnés en cas de non-respect de ces règles. Cette semaine, le gouvernement français a donc annoncé s'opposer à l'accord. L'Autriche et les Pays-Bas l'ont aussi rejeté, là aussi pour des raisons environnementales. Bref, dans l'immédiat, l'accord tombe à l'eau. On verra dans les jours à venir si des mesures importantes pour l'environnement y sont intégrées, ou alors si, à l'inverse, l'accord sera tout simplement abandonné. Bref, évidemment, on vous tient au courant là aussi dans les jours à venir. Pour la quatrième actu de la semaine, on part à l'étranger et on va parler des faux cousins envoyés par le gouvernement chinois et qui s'imposent dans les familles ouïghours pour les surveiller. Les Ouïghours, on en a déjà parlé de très nombreuses fois sur la chaîne, c'est une minorité musulmane qui vit en Chine et selon plusieurs ONG, ils seraient surveillés, persécutés et même enfermés dans des camps de travail forcés par le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois voyant d'un mauvais œil l'islam qui détournerait la population du parti communiste. Cette semaine, nouveau rebondissement, le journal Le Monde a publié une enquête sur des cadres du gouvernement chinois qui sont envoyés dans des familles ouïghours, dans leur maison donc, pour les surveiller une semaine chaque mois. La Chine a donné un nom à ces agents, les cousins. Alors on ne sait pas exactement pourquoi ils sont appelés comme ça, mais on peut imaginer que c'est parce qu'ils se comportent comme des cousins éloignés qui viendraient passer un séjour chez leur famille. Le truc c'est que là, vous l'aurez compris, c'est tous leur famille et au-delà de ça, c'est très glauque. Ce qu'explique l'enquête, c'est que ces faux cousins ont commencé leur mission à partir de 2016 pour vérifier que les Ouïghours ne montraient aucun signe d'appartenance à l'islam. Au début, c'est environ 100 000 agents d'État qui ont été envoyés chez des Ouïghours soupçonnés de radicalisation, mais au fil des années, c'est plus d'1 million de cousins qui ont été envoyés en mission. Une fois en mission, ces fameux cousins vivent 24 heures sur 24 avec les Ouïghours pendant une semaine. Ils se comportent comme des vrais examinateurs, ils utilisent des grilles d'évaluation, ils prennent des photos, ils posent des questions aux enfants et font de nombreux tests. Un exemple de test assez marquant, c'est le suivant, ils cuisinent avec les familles ouïghours des beignets vapeur à la viande, sans préciser de quelle viande il s'agit. L'idée étant de regarder si les Ouïghours demandent si c'est du porc, puisque c'est interdit dans la religion musulmane. L'une des Ouïghours, interrogée par Le Monde, explique qu'elle se sentait comme un otage dans sa propre maison, et que c'était en fait un prolongement des camps, mais hors des barbelés. D'autres affirment que certaines femmes ouïghours ont subi du harcèlement sexuel, voire des viols de la part de ces fameux cousins, notamment lorsque les maris ne sont pas là ou alors qu'elles vivent seules. Bref, c'est une nouvelle révélation très dure qui s'ajoute aux nombreuses accusations contre la Chine sur le traitement des Ouïghours. Et là aussi, si vous voulez davantage d'informations, évidemment, je vous mets des liens directement en description. Pour la dernière
dernière actu de la semaine, très rapidement, je voulais vous parler de la façon dont les jeux vidéo sont devenus des terrains de jeu très importants pour les politiques. Alors vous l'avez peut-être vu ces dernières années, plusieurs politiques ont utilisé les jeux vidéo pour faire campagne. Joe Biden, qui est actuellement candidat en campagne pour la présidentielle américaine, s'est servi par exemple il y a quelques jours d'Animal Crossing en proposant aux joueurs du monde entier du mobilier et de la décoration pour le soutenir. En France aussi, la politique s'invite dans les jeux vidéo et en 2017, lors de l'élection présidentielle, la France Insoumise, le parti du candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon, avait créé le Discord Insoumis. Discord, c'est donc une plateforme qui permet principalement aux gamers de communiquer entre eux et la France Insoumise avait créé un serveur Discord pour rassembler les jeunes militants du parti. Ce même Discord Insoumis avait été jusqu'à créer un jeu vidéo, Fiscal Combat, dans lequel on peut incarner Jean-Luc Mélenchon pour combattre Nicolas Sarkozy ou alors plusieurs autres opposants politiques. D'ailleurs, plus récemment, et c'est assez insolite, certaines personnes se revendiquant gilets jaunes, en tout cas sur le jeu, avaient décidé d'organiser une manifestation sur le jeu Animal Crossing, et à l'occasion de cette manifestation, vous le voyez, ils avaient customisé leur personnage. En fait, au-delà de ça, c'est assez intéressant de noter que c'est pas si récent que ça, puisque déjà en 2007, les soutiens des candidats Ségolène Royal et Jean-Marie Le Pen avaient ouvert un bureau dans l'espace communautaire du jeu Second Life. Alors si faire campagne sur les jeux vidéo est un moyen original pour les politiques de toucher les jeunes, le problème c'est que cette influence est aussi utilisée à des mauvaises fins. En fait, il y a des organisations qui ciblent les jeunes sur les jeux vidéo, comme Fortnite par exemple, ils entament la discussion de manière innocente et les ajoutent ensuite à des espaces de discussion qui les exposent à une propagande haineuse, qu'elle soit raciste, antisémite ou encore négationniste. Pour certains jeunes vulnérables, ce type d'approche par le jeu peut être dangereuse et la popularité grandissante de ce type de communication pourrait donc poser problème selon certains. Du coup, on peut logiquement se demander comment les jeux vidéo pourraient éviter certains abus, et en l'occurrence, Nintendo a déjà proposé une solution potentielle, par exemple en interdisant certains mots tels que le mot nazi au sein des pseudos des joueurs. Bref, le lien entre politique et jeux vidéo, c'est un sujet qui me paraît intéressant, qu'on pourrait aborder avec plein d'angles différents, mais si ça vous intéresse, et je crois que c'est la 10e fois que je le dis, comme d'habitude, ça change pas, je vous mets un lien directement en description, et pourquoi pas d'ailleurs, là aussi, on pourra vous tenir au courant. Le débat de la semaine dernière, c'était le suivant: approuvez-vous la nouvelle réforme des Oscars visant à davantage de diversité? Vous le voyez avec les résultats, vous avez été 100 000 à voter, et vous êtes une grande majorité à être opposé à cette réforme. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: êtes-vous favorable au droit de vote à 16 ans? C'était un débat qui était assez évident, et pour voter, du coup, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter, ainsi que les sondages des jours précédents. Vous le savez, le week-end, pas de format d'actu du jour, du coup, pour suivre les actualités chaque jour le week-end, ça se passe directement sur Instagram. Chaque soir, du lundi au dimanche, sur Instagram, on poste un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'1 minute, c'est rapide et facile à comprendre. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour la reprise du format des actus du jour.